Donc en fait, vous arrivez au départ sur cette interface. C'est là où vous allez en fait stocker tous vos projets. Donc vous voulez faire un nouveau projet, vous cliquez sur Nouveau projet. Allez, on va l'appeler Studio. Clap. Je vais créer. Et voilà, donc j'arrive en fait. Alors, je ne suis pas habitué parce que c'est pas en format 16/9, mais peu importe. Alors, de base, vous arrivez sur la page cut, mais qui est pour le montage. Mais la première chose à faire quand vous avez fait un film ou vos rushs, bah, c'est de les importer et de les trier. Donc en fait, vous allez aller dans la. On voit pas super bien. Vous voulez qu'on baisse un peu la lumière ou... Ça vous va ou pas? Ok. Oh, de toute façon, il y aura la super vidéo de Kevin. Donc là, on est dans la partie média. Donc là, ici, vous allez pouvoir en fait explorer en fait vos différents disques durs. Vous avez ici une partie pour visionner les médias qu'on va importer. Quelques vumètres. Je vais les enlever parce que ça prend beaucoup de place. Les métadonnées, on les remettra tout à l'heure. Donc si je veux importer mes fichiers, je fais un clic droit en fait dans cette partie-là, ou alors je vais aller chercher dans mon explorateur hein, qui est ici, mes fichiers. Donc là, je vais faire importer médias. Alors, on va aller chercher quelques médias. Ok. Alors, c'est pas celui-là. Excusez-moi, je fouille un peu dans mes trucs. Ah non, je vous rassure, il n'y a rien de compromettant. Donc là, une des choses qu'il va vous demander, souvent quand vous avez vos rushs, ils ne sont pas forcément tous de la même vitesse par rapport au projet qui est créé. Par défaut, moi j'ai un projet qui est créé qui doit être en 24 images par seconde. Là, on a un peu plus d'images par seconde. Donc il va nous proposer en fait de modifier en fait le cadencement et le projet. Donc, vous faites modifier et puis c'est bon. Donc, comme je disais, la première chose à faire, c'est de regarder ces médias. Donc, vous regardez vos médias, vous regardez si ça vous va bien. Et aussi, ce que vous allez avoir besoin de faire, ça va être trier en fait vos médias. Donc ici, cette partie-là, c'est là où va être votre chutier. Ça vous dit quelque chose, chutier? En fait, c'est un peu votre arborescence, votre répertoire, vous allez pouvoir mettre vos différents médias. Donc là, par exemple, on va créer un nouveau chutier et qu'on va appeler interview. Donc là, je sais que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est des interviews. Hop, et je les place dedans. Voilà. Après, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire des chutiers qui vont être intelligents, dans lequel je vais leur dire, mets-moi dans tel dossier tout ce qui est de l'audio. Je veux que tout ce qui est de l'audio aille dedans. Donc là, ici, je vais aller faire ajouter un chutier paramétrable. Là, vous voyez, en fait, je peux donner un nom à ce chutier. Donc là, je vais faire fichier, je vais le nommer audio. Et là, on va sélectionner le type de fichier. Le type de média, plutôt. Alors. Bien sûr, je trouve. Là, tout en bas. Canon audio. Non, en fait, c'est type. Ah putain, c'est pas pratique là, en fait, je vois pas une partie. C'est type.
comme j'ai l'habitude de l'utiliser en anglais, type de plan. Et voilà, ici, je vais faire audio. On fait créer un chutier, et hop, j'ai tout ce qui est... Alors, ce que vous allez aussi avoir, c'est une partie métadonnées. Sur chaque plan, vous allez avoir des métadonnées différentes. Par exemple, là, on a la date qui change. Mais on pourrait aussi afficher, par exemple, un mot-clé, par exemple. On va l'appeler insert, par exemple. Et donc, je vais pouvoir aussi faire un chutier paramétrable par rapport à mes inserts. Au mot-clé, du coup, tu auras mis insert sur chaque séquence ou... Alors, c'est-à-dire que je peux le mettre sur différents médias. Par exemple, si j'ai un acteur en particulier et que je veux mettre le nom de l'acteur, je mets à chaque fois le nom de l'acteur et je vais pouvoir gérer des fichiers, des chutiers paramétrables. Moi, ce que j'avais fait, par exemple, sur mauvais endroit, mauvais moment, je m'étais fait un chutier paramétrable où dès que je voyais qu'un plan était correct, je faisais prise à tirer. Alors, je ne sais pas comment ils l'ont traduit, mais normalement, en anglais, c'est good take. Bon, pour moi, c'est bonne prise. Prise à tirer, donc je pense que ça doit avoir un lien avec la partie métier. Et en fonction de ça, moi, en fait, je m'étais fait un chutier avec que ce qui était bon. Et puis tout le reste, en fait, je ne l'avais plus en visu. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez rajouter autant de mots-clés, de descriptions, le plan, les numéros de plan, de scène. Donc ça, c'est vraiment la première partie en fait, à faire quand vous avez tous vos rushs. Il faut tout regarder. Regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est toi qui le remplis. Tu regardes, à chaque fois que tu regardes ta scène, tu remplis quelles sont les personnes qui sont dedans. Voilà, après, ça dépend de ton workflow. Si tu as envie de le faire différemment et puis sans avoir de mots-clés, tu peux le faire sans avoir de mots-clés. Après, il faut savoir que sur les caméras pro, on a tendance à mettre déjà des informations. Le numéro de la prise, du plan. Et donc tout ça, c'est importé de la caméra et c'est importé dans le fichier. Et c'est là où ça devient intéressant, puisqu'en fait, on n'a pas besoin forcément de tout refaire. Après, il y a des gens dont le job, par exemple, quand ils sont documentalistes, qui doivent archiver des fichiers, l'INA par exemple, ou pour des documentaires, ils se passent des rushs et puis ils mettent des mots-clés pour que le réalisateur, par la suite, puisse trouver les bons plans qui lui conviennent pour faire son documentaire. OK. Alors, ça, c'est la partie cut, donc on va y aller un peu plus tard. Je vais vous montrer comment ça marche. Ensuite, voilà, c'est vrai que cette résolution-là, c'est pas génial. On va essayer de baisser un peu. C'est pas pratique. Bon, ça, j'avais pas prévu, je suis désolé, mais bon. Ici, vous allez être, en fait, dans votre partie montage. Alors, souvent, dans les parties montage, en fait, quand vous allez ici, là, on va taper lecture, c'est tout, de ce côté-là de l'interface, c'est tout, en fait, la partie de vos images qui sont dans votre chutier. Et sur l'autre écran, vous allez voir que votre autre écran, en fait, il va vous montrer, en fait, votre timeline. Et là, il crée une timeline, le fait que j'ai mis une vidéo dedans. Donc à gauche, on a la séquence qu'on vient de travailler et à droite, la vidéo. Voilà, alors c'est la séquence dans laquelle vous allez commencer à rentrer vos points clés. Le point d'entrée, le point de sortie. Donc par exemple, si on regarde là-dessus, si je fais un I, je vais avoir mon point d'entrée. Je l'avance en appuyant sur la barre d'espace. OK, ça me va. Je fais un point O, c'est mon point de sortie. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon plan, je vais le déplacer sur le côté, et puis je vais lui dire si je veux l'insérer, si je vais le remplacer par rapport à mon plan. En général, quand on fait un bout à bout, on fait ajouter à la fin. Donc je rajoute à la fin, il est ici. Ça, on peut faire après avec autre chose. Alors, touche importante. Quand vous voulez aller en arrière, vous appuyez. Alors, ça, c'est des choses qu'on retrouve assez communément sur d'autres logiciels comme Premiere, par exemple. Donc, le point I, point d'entrée,
point de sortie, point haut, la touche haut. Et quand vous allez vouloir en fait naviguer, pour aller en arrière, vous appuyez sur la touche J. Pour stopper, la touche K. Alors c'est pratique, hein, c'est les trois lettres qui sont côte à côte. Et si vous voulez aller dans l'autre sens, la touche L. C'est un peu vite là. Ouais, sur ombre encore. Hmm. Alors, in, out, ok. Jusqu'à Voilà. ici. Après, il y a J, K, L. Ces trois lettres elles vont vous servir en fait à naviguer très rapidement en fait dans votre média. Émilie, c'est JKL aussi non sur Final Cut. Si vous appuyez 2 fois sur L, on va aller 2 fois plus vite. 3 fois plus vite, ainsi de suite. Donc ça permet de voir très rapidement ces rushs, notamment quand ils sont assez longs. Après, vous avez bien sûr la souris, hein, ça marche aussi. Et puis si vous voulez aller image par image, les flèches. Voilà. Alors c'est important d'apprendre les raccourcis clavier parce que ça vous permet d'être le plus efficace possible. Après, je me permets de... Oui. Il y a des claviers qui existent de couleurs, avec des touches couleurs. Effectivement, il y a des claviers qui sont spécifiques. Ouais. Ils en font aussi pour DaVinci. Alors ils sont souvent en anglais, mais vous avez des claviers en fait avec les noms des raccourcis qui sont marqués, ce que ça fait exactement. Alors J marche arrière, K on stoppe, L on avance. Et si on appuie 2 fois dessus, on avance plus vite ou on recule plus vite. Voilà. Donc pour les points d'entrée, hein, vous pouvez aussi les faire ici. Point de sortie, ici, avec ces icônes-là. J'ai pas compris. Tu as 2 icônes ici qui te permettent de faire le point d'entrée et le point de sortie. Là, je peux aussi, parce que vous avez vu, je l'ai déplacé de l'autre côté, mais je peux déjà le placer ici. Et tu aurais pu le prendre et le mettre au milieu des deux? J'aurais pu le prendre et le mettre au milieu des deux. D'accord. Alors, si je veux le mettre au milieu des deux, je me place bien au milieu des deux. Vous verrez que dans Cut, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Le truc, il est à peu près au milieu. On appuie sur un bouton, ça l'insère correctement. C'est là où Cut est très intéressant. Là, si je veux le mettre au milieu, si je le mets au milieu, je fais insérer. Là, il me coupe mon média. Il me coupe mon média. Là, on va faire un CTRL-Z pour aller en arrière. Bon, ça, c'est classique. Hein. CTRL-Z pour annuler, c'est partout. Donc là, si je fais insérer, il s'insère correctement. Alors, on va aller faire le test directement dans Cut. Alors, vous voyez, je passe dans un module à un autre. Je récupère ce que j'ai déjà fait, en fait. Là, si je veux insérer mon média, je me mets ici, par exemple. Si je clique sur l'icône insérer ici, alors, je vais le diminuer un peu, ça me l'a pas coupé en fait. On est vraiment dans le même. Alors là, effectivement, on a l'impression que ça a été coupé, mais parce que je l'ai importé 2 fois ce média. OK. Alors, chose intéressante aussi avec ce logiciel-là. Allez, OK, on va enlever ça, on verra un peu mieux. C'est que vous allez pouvoir en fait adapter votre interface à vos envies. Et vous allez aussi pouvoir rajouter différents onglets de timeline. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler sur une timeline. Vous faites par exemple une scène, vous dites je fais une timeline par scène, et puis je veux créer une autre timeline. Et bien, vous allez pouvoir rajouter en fait ici une autre timeline, et puis aussi faire des copier-coller de l'un à l'autre. Donc vous pouvez le gérer de cette manière-là aussi. Juste une question en rien de penser, il faut quelle config au niveau du PC pour pouvoir bien fonctionner ce logiciel? Parce que je sais que certains logiciels donnent des grosses config. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, DaVinci Resolve est assez gourmand. Notamment, il y a des choses qui sont très gourmandes, ça va être l'étalonnage, Fusion. Fusion, pour les effets spéciaux, il faut vraiment une carte, enfin une machine qui booste. Là, j'ai une carte de gamer dedans. Par contre, effectivement, pour faire du montage,
il y a une astuce pour faire en sorte qu'avec une machine qui soit moins puissante, vous puissiez quand même travailler avec. Parce que maintenant, on travaille aussi avec des Rush 4K, enfin, ça commence à être très lourd. Donc si on va dans Média, et encore, on peut le faire aussi dans la timeline, hein. Je ne sais plus, je crois que j'en ai un qui est très gourmand. Donc là, on peut afficher différemment. Je crois que j'en ai un qui est en 4K. Je suis en proxy, c'est ça? Alors, en fait, c'est encore mieux que le proxy. Parce que le proxy, tu es obligé de transcoder tes médias, après les importer et reconformer. Là, en fait, on va faire un clic droit dessus et on va faire optimiser les médias. Générer un média optimisé. Donc là, il va calculer et il va faire un fichier qui va être beaucoup plus petit. Alors, sur lequel on va avoir des artefacts, ça ne sera pas super beau. Alors après, ça dépend du niveau de compression. Mais par contre, ça va être super fluide hein, pour pouvoir travailler sur le montage. Après, une fois qu'on va lancer l'exportation, lui va se dire non, bah, j'exporte qu'avec les médias originaux. Ah ok, donc du coup pour le travail, il va nous compresser le truc. Il va le compresser pour le travail, donc on va avoir une copie du fichier mais qui va être en basse définition. Et il va reprendre la bonne qualité. Et après, il prendra la bonne qualité. Sauf si on lui précise de prendre les médias optimisés. J'avais peur justement que ça perde de la qualité. Alors, il y a aussi la possibilité, en fait, il faut que je m'y retrouve un peu, parce que comme c'est en anglais. Voilà, sur la lecture, excusez-moi. Donc, il y a les proxys hein, dont tu parlais, Kevin. Ouais. Et là, on peut aussi faire une demi-résolution ou un quart de résolution. Donc, il est capable de le gérer, mais dynamiquement. C'est là où c'est très intéressant. Avec le proxy, moi, c'est long. Oui. Je vais tourner la nuit parce que. Ah bah oui, si tu... dès que bah, je fais un tournage, je monte le proxy, il tourne toute la nuit et puis le lendemain. après, il ne faut pas se leurrer. Là, ça a été rapide, c'est un petit fichier, mais quand tu as plein de médias et que tu veux tout optimiser, ça va prendre du temps. C'est du temps de calcul, soit de la carte graphique, soit du processeur, pour que ça puisse marcher.